Retrouvez votre émission Gabon Environnement tous les lundis dès 10h05, rediffusée à 20h. Gabon Environnement, une émission qui traite des questions environnementales avec Arnaud Ondo Ngozogo et Lise Obon Angoro. Nous suivre sur les ondes 88.7 et 96.5. Et l'environnement, notre priorité sur Radio Gabon, la référence. Auditeurs de Radio Gabon, bonjour ou bonsoir, quelles que soient vos heures d'écoute, bienvenue dans votre émission Gabon Environnement. Je suis Lise Obon Angoro, Arnaud Ondo Ngozogo, tous deux présentateurs de votre émission. Nous sommes avec notre invité, Juste le Meilleur Timba, président de l'association des étudiants stagiaires des eaux et forêts, un fidèle auditeur de Radio Gabon et un habitué de l'émission Gabon Environnement. Quelle est la thématique du jour, Arnaud Ondo? Bonjour. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. Le thème de ce lundi tourne autour de l'importance des parcs nationaux pour les populations et pour l'environnement. Bonjour, Juste le Meilleur, très ravi de vous recevoir à nouveau dans votre émission Gabon Environnement. Comment allez-vous? Très bien, bonjour à tous. D'accord. Pour commencer, comment pouvez-vous définir les parcs? Avant de venir à la définition des parcs, il est important de préciser une chose, c'est que les forêts, les mers, les rivières et tout ce qui est contenu à l'intérieur, donc la faune, la flore, les écosystèmes, les habitats appartiennent au peuple gabonais. C'est ce principe que les populations doivent comprendre, que la création de ces aires protégées, c'est d'abord pour le peuple gabonais. Ça appartient au peuple gabonais, c'est les animaux du peuple gabonais, c'est les arbres du peuple gabonais. C'est vrai que il y a l'administration des eaux et forêts, on va dire c'est un gestionnaire. C'est ce gestionnaire-là qui gère, qui protège la forêt du peuple gabonais. Et en ce qui concerne les parcs, c'est l'administration, on va dire l'ANPN, qui est chargée de gérer et protéger ces zones. Donc, il est important de s'approprier cela. En ce qui concerne la définition du parc, on va dire que le parc, déjà, c'est une aire protégée de catégorie 2. Par exemple, il existe plusieurs types d'aires protégées selon l'UICN. Donc, il y a les catégories 1 à 6. Et selon l'UICN, l'Organisation internationale de la conservation de la nature, une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, des services, des écosystèmes et des valeurs culturelles qui lui sont associées. Et la particularité du parc, cette aire protégée de catégorie 2, c'est que l'on peut faire du tourisme, l'on peut faire de l'éducation environnementale, l'on peut faire la recherche. Ça, c'est ce qui est de l'aperçu général du parc national. Ces parcs, pourquoi faut-il les créer? Pourquoi est-il important qu'on mette en place des parcs nationaux? Ok, déjà, il faut comprendre que, comme je disais, on crée des parcs. C'est pour le bien-être des populations, donc c'est d'abord pour notre suivi. Et la création des parcs, on va dire ça à plusieurs raisons. Donc, on peut dire que la création des parcs nationaux, en général des aires protégées, premièrement, c'est pour conserver la nature. Donc, la création d'une aire protégée ou du parc peut avoir des intérêts économiques, écologiques et socio-culturels. Et sur le plan, on va commencer par le plan écologique. On va aller dans les détails après, on va rester purement dans le cadre des parcs. On va aller petit à petit dans le détail. Monsieur le Meilleur, le Gabon a créé un certain nombre de parcs. Est-ce qu'on pouvait les présenter à nos auditeurs? Ok, en ce qui concerne le Gabon, on va dire en 2002, l'État gabonais a créé 13 parcs terrestres nationaux. Donc aujourd'hui, on compte 13 parcs terrestres créés en 2002
on a non seulement les parcs terrestres, nous avons 9 parcs marins et 11 réserves aquatiques. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les 13 parcs terrestres. Donc, je vais donner ici quelques spécificités. Donc, il est important que le peuple gabonais sache au moins les noms, les superficies et les lieux des provinces de leur parc. Donc, on va commencer par le parc d'Akanda qui a 540 mètres carrés de superficie. Ça se situe dans l'estuaire. Donc, la particularité de ce parc, c'est que c'est une zone où on peut observer facilement, on va dire ça, les oiseaux migrateurs. Et c'est un parc vraiment qui est composé des mangroves. Dernièrement, c'était la journée des mangroves. Après le parc d'Akanda, nous avons le parc Birougou qui a 600. Et je veux préciser, le parc d'Akanda, c'est le plus petit parc de Gabon. Après cela, on a le parc de Birougou qui a 690 km² qui se situe entre Langounié et le Guélolo. On a un formidable paysage, tout ce qui est forêt, faune. On a le parc de Livindo qui a 3000 km² dans le Guévindo. C'est à quelques mètres de Makokou, le chef-lieu de province. On observe vraiment des chutes. C'est vraiment magnifique, c'est très beau. On a le parc de Luango, 1550 km². C'est dans le Gué maritime. C'est vraiment un paysage formidable où vous voyez des hippopotames à la plage se balader, se laver. On a le parc de la Lopé qui a 4970 mètres carrés qui se situe dans le Guévindo. Donc on a le parc de Mayumba avec 960 km², c'est dans la Nyanga. On a le parc de Mikébé qui est le plus grand parc du Gabon avec 7560 km² qui se situe, une partie est dans le Guévindo et une autre partie et dans le Wellington. On a le parc du Mont de Cristal avec 1200 km² qui se situe à l'estuaire. On va dire que c'est le parc en termes de flore qui a la plus grande richesse en termes de flore, de biodiversité. On a le parc de Mukalaba Doudou avec 4500 km², c'est dans la Nyanga. On a Moigna, 1160 km² qui est dans le Guévindo. Le parc de Plateau Bateke, 2050 km². On a le parc de Pongara avec 870 mètres carrés, c'est dans l'estuaire et c'est là-bas où on observe la ponte des tortues luttes. Donc enfin on a le parc de Waka qui a 70 km² qui se situe dans Langouni. 9 provinces pour 13 parcs nationaux. Est-ce qu'il y a des provinces qui aujourd'hui n'ont pas de parc? Toutes les provinces ont au minimum 1 ou 2 parcs. Et la création d'une aire protégée, d'un parc, on doit d'abord étudier la biodiversité, on doit faire des inventaires et on doit se rendre compte que cet écosystème possède véritablement une biodiversité afin de passer à la création d'une aire protégée. D'accord. Et au niveau de ces parcs, vous avez aussi parlé d'autres parcs, les parcs marins, est-ce qu'on en trouve? Oui, je disais au Gabon, aujourd'hui on a 9 parcs marins et 11 réserves aquatiques. Je crois que ça fera l'objet d'une autre émission, certainement avec les spécialistes de l'ANPN. Nous étions dans les parcs, on a compris qu'en gros, 13 parcs nationaux, 9 parcs marins et 11 réserves aquatiques. On constate qu'en dépit de ces espaces qui peuvent servir de tourisme, les Gabonais ne les fréquentent pas assez. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Donc avant d'évoquer ces raisons, je vais juste prendre quelques chiffres. J'ai un tableau de bord des entrées des touristes dans les parcs nationaux. Donc c'est la source l'ANPN. Donc ce sont des chiffres, des statistiques officielles de l'ANPN de 2014. Donc et en 2014, on va se rendre compte que Pongara, en ce qui concerne le parc de Pongara, on a juste eu comme touristes 29. La Lopé, on a eu 1000. Luango, on a eu 223. Mukalaba Doudou, on a eu 156. Le Mont de Cristal, on a eu 97. Mayumba, on a eu 44 touristes. Mikébé, on a eu un seul touriste. Wanya, on a eu 2 touristes. Livindo, on a eu que 3 touristes. À Waka, on a eu 4. Birougou, on a eu 5. Akanda, on a eu 6. Et Plateau Bateke, on a eu 7. Et je me suis pas limité là, je suis parti voir aussi ce qui se faisait au Kenya, parce qu'il faut aussi... C'est vrai que comparaison n'est pas raison. Bien sûr. Donc en ce qui concerne le Kenya, en 2018,
le Kenya a accueilli 2 millions de touristes. La Namibie aussi a accueilli 2 millions de touristes en 2016. Le Kenya, c'est en 2018. Vous voyez, s'il faut comparer la richesse biologique ou naturelle, la biodiversité du Kenya et du Gabon, on va dire que le Gabon en termes de biodiversité, on est plus riche que le Kenya. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'attire pas nous autant de touristes que ces pays-là? Voilà, c'est cette question. Pourquoi on n'attire pas autant de touristes? Vous voyez Livindo, mais c'est formidable. Pongara, oui, surtout dans la zone, parlant de Livindo, plus précisément à la Lopé, on en trouve vraiment toute une diversité. Voilà. Pareil pour nos parcs. Allez-y à Pongara, net à la Pointe des Nids, vous êtes éblouis. C'est pour dire que le paradis, c'est au Gabon. À un moment, vous dites, waouh, c'est très beau. Quelles sont ces raisons? Il y a plusieurs raisons. On va citer déjà l'inaccessibilité des parcs. C'est vraiment difficile. Les parcs sont des enclavés. Oui, c'est vraiment arriver à la Lopé, il faut un 4x4. C'est compliqué, la route est dégradée. Et on ne peut pas développer l'écotourisme s'il n'y a pas des infrastructures de base telles que la route. C'est ainsi pour l'agriculture. Tant qu'il n'y aura pas de route, on ne pourra pas développer. Voilà, on ne pourra pas développer l'écotourisme. Et on ne pourra pas aussi avoir ces 2 millions de visiteurs comme le Kenya ou la Namibie. Il y a aussi la méconnaissance de nos richesses naturelles. Il y a certains Gabonais qui ne connaissent pas qu'est-ce qui est la richesse naturelle, la biodiversité. Il y a des gens qui ont grandi à Libreville qui n'ont jamais vu un keva. Sérieusement. Il y a des gens qui n'ont jamais vu un okoumé. Il y a des enfants ici qui n'ont jamais vu un éléphant. Vous vous rendez compte que votre fils, il va aller en France et devant un Français, un Américain, c'est l'Américain qui va lui dire, mais tu étais au Gabon, tu as vu le keva? Non, ils écoutent juste. Et l'autre chose aussi, c'est véritablement un problème. On s'est construit cette idée que c'est au village où il y a la sorcellerie. Par exemple, vous allez voir que la majorité de nos parcs, c'est toujours dans l'arrière-pays, quasiment. C'est quasiment nos villages, c'est quasiment des anciens villages. Et on a construit dans l'esprit de certains enfants, certains parents, on dit c'est au village où il y a la sorcellerie, il faut pas y aller. Malgré la première difficulté que vous venez à peine de citer, mais on a aussi ce problème au niveau des prix qui ne sont pas aussi accessibles à toutes les bourses. Plusieurs parents veulent bien découvrir ces parcs-là, mais on se rend compte que les prix ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Juste pour aller à la Lopé, pour une famille de 3 personnes ou 2 personnes, vous êtes quasiment dans les 300 000 francs. Qu'en est-il des prix? Monsieur oui, c'est vrai. Rien qu'une traversée pour la Pointe des Nids, toute une journée, mais à ces niveaux-là sont à la portée ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Il y a d'autres Gabonais qui préfèrent même aller passer des congés à l'étranger au lieu de visiter la baie des Tortues. Mais dans ces zones, c'est selon vos moyens. C'est vrai que le coût est certainement lié à la qualité des routes. Oui, et même quand ils sont en promotion. Oui, je veux prendre un cas palpable où j'étais à Pongara. À Pongara, tu as le choix. Soit tu pars dormir à la baie du Tortue, qui coûte très cher. Voilà. Soit tu décides de dormir, je pense, il y a un monsieur... C'est des hôtels, la baie des Tortues, c'est un hôtel de luxe. Voilà, donc quand on n'a pas de moyens, on ne se lance pas dans ça. Et il y a un monsieur qui fait louer des chambres à quasiment, je pense, 25 000 la nuit. Et il y a l'autre option. Vous pouvez amener votre tente et dormir dehors. Et nous, c'est ce que nous avons fait. Lorsque nous sommes partis à Pongara, on a fait une semaine, on a dormi, on a amené nos tentes. Mais laissez-moi vous dire, vous allez vous rendre compte qu'à Pongara, il y a des maisons vides, inhabitées. Où sont passés ces habitants? D'où je dis, il y a certains, c'est vraiment un problème, les jeunes ou des personnes fuient nos villages. À Pongara, à la Pointe des Nids, d'abord, avant que ça ne soit un parc, c'est d'abord un village. Mais où sont passés ces habitants? Vous allez faire le tour de Pongara, la quasi-totalité de maisons est inhabitée. Bon, imaginez-vous un ressortissant de Pongara qui a son père qui a une maison, mais il peut mettre ses maisons en location. Et on sait la difficulté de se loger à Pongara. On connaît la difficulté de se nourrir à Pongara. Donc, d'acheter de quoi manger. Donc, il y a des gens, on va dire des autochtones ou d'autres Gabonais, parce que les parcs nationaux, c'est pas seulement pour des habitants de Pongara. Vous pouvez décider et mettre ces maisons en location. Soit 20 000, 15 000 pour ceux qui veulent passer la nuit. Il y a d'autres qui veulent juste passer la journée. Est-ce que le tourisme gabonais n'est pas trop un tourisme de luxe? De luxe?
Bon, au regard de ces prix-là et des infrastructures qui sont dans les parcs. Oui, aujourd'hui, on va pas dire que c'est un touriste luxe. C'est la mentalité qu'on a. On se dit le tourisme, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Or, c'est une mentalité erronée. Le tourisme, c'est pas pour ceux qui ont de l'argent. C'est d'abord pour nous, c'est un bien-être. Il est important de connaître d'abord ton pays avant de connaître l'extérieur. Et aujourd'hui, je reviens sur cette raison. Il y a plusieurs personnes, il y a des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans, qui ne connaissent pas leur village. Et c'est pas normal. Or, lorsque vous allez au village, vous allez être en contact avec la faune, la flore. Imaginez-vous un ressortissant de Pongara ou de l'Alopé. Mais s'il ne va pas, parce qu'à l'intérieur de l'Alopé, il y a des villages comme Kazmabika. Donc, s'il ne va pas à l'Alopé, il ne connaîtra pas cette richesse et il ne pourra pas protéger cette richesse. Et l'autre souci encore, il y a certains jeunes ou certaines personnes qui ont vécu chez les Blancs en griffe. Lorsqu'ils rentrent, ils disent vous, vos trucs de noir, je ne suis pas dedans. Or, on trouve des vrais sorciers où, laissez-moi vous dire où on trouve les vrais sorciers. Donc le Gabonais est trop superstitieux à ce point. Oui, les hertes sont les oui, c'est vrai que ça fait mal de le dire, mais il faudra qu'on se le dise. Il y a certains qui se disent la sorcellerie, le sorcier, c'est le grand-père qui est au village, qui préfère déambuler à Libreville sans rien faire. Ils ne veulent pas repartir au village et faire l'agriculture. Il y a certains qui se disent c'est au village où il y a le vampire. Or, le vampire, c'est à Libreville. Le vampireux, c'est le véritable sorcier. Je veux dire, c'est ce jeune ou bien cet intellectuel qui a le bac, qui a la licence, le master ou le doctorat, mais qui méprise sa culture, qui traite d'ignorants nos chefs coutumiers, parce qu'ils ne connaissent pas la langue du blanc. Or, ce qu'ils oublient, c'est que nos chefs coutumiers sont des détenteurs de notre savoir. Aujourd'hui, vous n'allez pas me traiter d'ignorant parce que je parle pas le mandarin. C'est pas ma langue. Oui, pourquoi je vais être ignorant? Donc, il y a ce complexe-là. Celui de la ville, celui qui a fait l'école, quand il arrive au village, il est supérieur. Et vous allez voir, ces vieux-là meurent avec la connaissance, avec ce savoir-là. Or, on doit se battre. Sont les gardiens de nos valeurs. Sont des gardiens de nos valeurs. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire l'écotourisme ou la conservation de la nature sans parler de culture. C'est ces deux concepts-là vont ensemble, culture-nature. Mais aujourd'hui, il est fort triste de remarquer que l'on méprise, l'on balance. Je me rappelle, il y a une dame qui dit à son fils de 3 ans, il ne peut pas manger la purée des maniocs avec l'arachide. Pourquoi? C'est la pizza, c'est pas chez nous. Imaginez-vous un enfant qui ne mange pas d'arachide, un quota qui ne mange pas le soukouté, un pounou qui ne mange pas la boulette. Mais c'est ce qui se passe au fait. C'est ce qui se passe et on ne peut pas développer l'écotourisme, on ne peut pas protéger notre biodiversité, nos forêts si on n'a pas ce sentiment d'appartenir. Alors, vous avez présenté les chiffres. Je ne sais pas si vous avez épuisé les raisons pour lesquelles les parcs gabonais ne sont pas trop fréquentés. Et aussi, l'autre raison, c'est la faible implication de population dans la gestion des parcs. Souvent, comme je disais, ils se sentent exclus. Voilà, ils se sentent exclus dans la gestion. Ils ne savent pas pourquoi. Du jour au lendemain, on les demande de ne plus chasser là-bas, de protéger. Donc, il est important de sensibiliser. D'où la frustration souvent de ces personnes envers soit l'administration des eaux et forêts ou envers l'ANPN, parce qu'ils ignorent que l'administration des eaux et forêts sont des gestionnaires, c'est des personnes qui travaillent pour protéger cette faune, pour protéger cette flore, parce que si elle disparaît, les conséquences, premièrement, c'est d'abord eux, c'est tout le monde. Revenons aux chiffres que vous avez présentés, Monsieur le Meilleur. On constate que les chiffres comparés, on n'a pas eu le chiffre global de l'année 2014. Est-ce que cela ne serait pas aussi dû au fait que la destination Gabon n'est pas assez vendue? Oui, c'est vrai que la destination Gabon n'est pas assez vendue parce que déjà l'écotourisme ou le tourisme n'est pas développé dans notre pays. Et je discutais avec une dame dernièrement qui revenait de France, elle disait au Gabon tout coûte cher. En Afrique de l'Ouest ou en Afrique australe, ils ont des packages. Donc, lorsque vous faites la réservation, lorsque vous voulez venir au Gabon, tout est pris en charge. Donc, on va dire le transport, l'alimentation, l'hébergement. Mais on te fait à un prix concurrentiel, à un prix à la portée de tes moyens. Or, au Gabon, c'est quasiment cher. Et je pense que c'est l'une
pas l'unique raison, c'est l'une des raisons. Mais surtout, je pense que au-delà de cette raison, notre mal, c'est que le tourisme n'est pas développé dans notre pays, ainsi que l'écotourisme. Le tourisme n'est pas assez développé dans notre pays, ainsi que l'écotourisme. Monsieur Juste Lomeilleur, on parle des parcs nationaux. Dans votre mot introductif, vous avez évoqué le rôle de ces parcs. Est-ce qu'on peut commencer par comprendre le rôle écologique d'un parc national? Ok, on va dire le rôle écologique d'un parc. Déjà, le parc, c'est une aire protégée de catégorie 2 selon l'Organisation internationale de la conservation de la nature. Donc, c'est un lieu de conservation de la nature. Donc, tout ce qui est faune, tout ce qui est flore, tout ce qui est habitat, tout ce qui est écosystème. On va permettre aux gens de bien comprendre, parce que les termes comme faune sont parfois très techniques, on ne comprend pas trop à quoi ça renvoie. C'est quoi la faune? Ok, d'accord, je vais aller un peu plus bas. Oui. Au fait, la faune, on va dire, c'est l'ensemble des animaux qui sont dans un territoire, on va dire dans la forêt. Maintenant, la flore, c'est tout ce qui est, ce sont des végétaux, tout ce qui est arbres, tout ce qui est herbacées, tout ça là. Et les habitats, il y a plusieurs types d'habitats. Et des écosystèmes, il peut y avoir des mangroves, il peut y avoir des savanes, il peut y avoir des forêts. Donc, le rôle du parc, de cette aire protégée, c'est de préserver, on va dire ce paquet, ces écosystèmes de manière naturelle, de telle sorte que l'homme ne puisse pas détruire ces écosystèmes ou ces habitats. Car la destruction de ces habitats va créer ce qu'on appelle aujourd'hui, on voit les conséquences. Les gens savent que c'est grâce aux forêts que nous avons le dioxygène, c'est grâce aux forêts qu'on a certains arbres, donc on connaît le rôle des éléphants aujourd'hui qui sont des agronomes. Et on sait aussi que ce sont des forêts qui luttent contre les réchauffements climatiques. Donc si on détruit ces forêts, on n'aura plus de sols fertiles pour cultiver, on aura des sols arides et les conséquences sont catastrophiques comme on voit dans certains pays. Donc il est judicieux de protéger ces forêts en ce qui concerne les parcs de l'ANPN et en ce qui concerne les forêts du ministère des eaux et forêts, que je tiens à féliciter les agents qui font un très bon travail au péril de leur vie, ainsi que ceux de l'ANPN. Le rôle écologique, on le comprend, dans un parc national, il y a un équilibre qui prévaut entre les espèces qui y vivent. C'est vrai qu'il y a cet équilibre-là, terre-dépendance. Oui. Aujourd'hui, si vous tuez tous les éléphants, vous n'allez plus avoir le koumé et le keva. Par exemple. Et aujourd'hui, si vous enlevez le koumé et le keva, vous n'allez plus avoir des animaux. Donc, à chaque milieu, à chaque habitat, à chaque écosystème, il y a des animaux, il y a la microfaune, il y a la microflore, il y a des champignons, il y a des bactéries qui dépendent, on va dire, qui sont influodés à ce milieu, qui dépendent de ce milieu. Donc, si vous retirez, c'est tout un système, si vous retirez une seule pièce, rien ne fonctionne. C'est un système. C'est un système complexe. Ouais. Donc, si on retire, même, on va dire ça comment, le champignon, vous allez voir que ça va déséquilibrer l'écosystème. Donc, non seulement ce rôle écologique, mais aussi les parcs sont les lieux d'éducation environnementale. C'est des lieux où on sensibilise les grands comme les petits sur l'importance de préserver. C'est plus pratique. Et c'est aussi des lieux où des jeunes ou des personnes sont en contact avec la nature. Vous êtes en face d'un okoumé, vous dites waouh. Vous êtes en face d'un keva, vous dites waouh. La première fois que j'ai vu un éléphant, c'était dans un parc, celui de la Lopé. C'était tellement beau. Et là, tu comprends l'intérêt de protéger. Et en même temps, tu te sens fier d'appartenir au Gabon. Waouh. C'est comme si tu rentrais, on va dire ça comment, dans une maison remplie de diamants et puis tu te dis waouh. C'est charmant ça. Et ça booste et tu comprends, ça suscite des vocations pour des enfants, pour certaines personnes. Comme en France aujourd'hui, on a des écologues et des écologistes, souvent des personnes qui n'ont pas de formation comme nous en biologie ou en foresterie, mais qui sont, on va dire, acharnés souvent plus que ceux qui ont des formations comme nous. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont en contact de la nature. Et vous allez voir la majorité des recherches ou des livres qui sont publiés. Souvent, c'est pas des forestiers, c'est pas des biologistes, ce sont des écologistes, des gars qui aiment la nature, qui sont
passionnés. Donc il est important pour le Gabon de valoriser ces milieux, de faire en sorte que plusieurs personnes, plusieurs Gabonais puissent être en contact pour susciter non seulement les vocations, mais aussi pour que ces Gabonais puissent être des premiers policiers qui vont protéger leur biodiversité. Qui vont protéger leur biodiversité. Il y a aussi derrière ça la dimension développement durable, parce qu'il faut préserver, il faut satisfaire les besoins d'aujourd'hui et puis préserver, c'est les générations futures. Les parcs nationaux jouent aussi ce rôle. Oui, c'est ce rôle-là. Comme je disais, il y a non seulement la sensibilisation, mais aussi c'est un lieu de sensibilisation des populations sur les enjeux de la conservation aujourd'hui. Pourquoi on doit conserver? On doit conserver non seulement pour nous, mais aussi pour des générations futures. C'est important que la plupart de personnes puissent y aller. D'accord. Monsieur Juste Le Meilleur, parlons à présent du rôle économique des parcs nationaux. Ok, d'accord. Je disais donc la création des aires protégées, comme je disais, a plusieurs rôles. Donc, en ce qui concerne les parcs, et au début, je disais, selon l'UCN, les parcs sont des aires protégées des catégories 2. Et dans ce type d'aires protégées, on peut faire la recherche, on peut faire l'écotourisme, on peut faire l'éducation environnementale. Et le rôle économique aujourd'hui des parcs, c'est que les parcs sont source d'employabilité, de création d'emplois avec le développement du tourisme. D'où je disais, on ne peut développer l'écotourisme sans la route. Et le frein aujourd'hui, c'est la route qui est vraiment un obstacle au développement non seulement de l'agriculture mais de l'écotourisme au Gabon. Prenons le cas de Pongara. Si on prend Pongara, il y a la construction des hôtels. Lorsqu'on dit construction des hôtels, on dit il y aura création d'emplois. Le bailleur ou l'entrepreneur qui va construire son hôtel, il aura besoin des cuisiniers, il aura besoin des ménagères, il aura besoin des comptables, il aura besoin du personnel. Et ça, pour des populations de la Pointe-Nord, ça crée sa lutte contre... Source de revenus. Le chômage, c'est une source de revenus. Il y a aussi l'autre emploi. On aura besoin, les touristes arrivent, on aura besoin des éco-guides. Et ces éco-guides, souvent, ce sont les natifs du parc, de la localité. Ce sont eux qui connaissent la forêt, qui connaissent les animaux. Non seulement ça, on aura aussi la valorisation de notre culture. Parce que le touriste, quand il vient, il va vouloir acheter le raffia, il va vouloir manger comme ceux du Cap les couteaux, il va vouloir manger la spécialité, les plats locaux. Et véritablement, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. On avait parlé un peu plus tôt, du coût un peu, d'accès aux parcs nationaux. L'État de l'Europe peut pas expliquer le coût un peu élevé des prix dans les parcs nationaux. Parce que pour accéder, il faut quand même... c'est un parcours de combattant, vous le disiez. Oui, il faut comprendre que l'accès... C'est vrai que les trajets sont souvent pénibles et difficiles, mais lorsque vous êtes au parc, la visite, vous pouvez faire ça. Il y a des éco-guides qui vont vous orienter, ils ont leur prix, mais je crois pas que ça soit cher. D'accord. Donc le prix des éco-guides n'a rien à voir avec les prix d'hébergement et autres. Non, ça n'a rien à voir. Maintenant, comme je disais, je prenais un exemple simple, c'est quasiment nos villages. Prenons la Pointe-Nord qui a eu Pongara. Pongara a eu 29 visiteurs qui ont visité le parc. Vous êtes sûr que la population de Pongara qui vit au Gabon, je parle par-dessus de l'extérieur, ils sont 29. Si chaque habitant repartait d'abord dans son village seulement, je ne dis pas ceux qui reviennent des États-Unis, parce que pour mieux vendre le produit, on doit être les premiers consommateurs. En ce qui concerne notre biodiversité, on doit d'abord connaître et après vendre ce produit, parce que personne ne peut vendre un produit comme toi-même, personne ne peut protéger une chose comme toi-même, personne ne peut valoriser ta forêt, ta faune, ta flore comme toi-même. D'accord, on court après le temps, monsieur Juste Le Meilleur, vous avez beaucoup à dire. On va enchaîner avec le troisième rôle, Lise. Le rôle socio-culturel. Socio-culturel des parcs nationaux. Ok, le rôle socio-culturel, on a la préservation des sites sacrés, on a la préservation des sites archéologiques, comme c'est le cas de la Lopé. Ce sont ces lieux, sites sacrés, j'en viens. Donc ce sont ces lieux qui sont remplis d'histoire.
On va prendre ceux du sud, je vais prendre un exemple comme ça. Imaginez-vous que dans ce parc, c'était l'ancien village de Mbombé. Vous voyez, ce sont nos héros. Vous voyez que ça fait bien vous arriver, c'est un village où il y a toute une histoire et vous allez vous rendre compte que nos parcs, nos villages ont toute une histoire. Ce sont des lieux où on doit valoriser, où a vécu Mbombé, Nyanda Makita, Wango. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que nos programmes scolaires ne parlent pas de ça. On doit revenir à notre histoire avant de connaître Louis II, avant de connaître Bush, Bill Clinton. On doit connaître d'abord notre histoire. On doit connaître l'histoire de notre clan. On doit connaître l'histoire de nos tribus. On doit connaître l'histoire de notre pays, nos héros, les Mbombé. On doit connaître le Vet. Donc c'est important, mais malheureusement, et c'est déplorable, on ne peut pas développer l'écotourisme si on ne met pas en avant l'histoire de notre culture. Qui sommes-nous? Pourquoi chez les Fonds, par exemple, je prends le totem, c'est la panthère. Pourquoi chez les Kotas, c'est la panthère? Pourquoi? On doit connaître ces choses pour que lorsque le blanc viendra, ou bien lorsque notre frère camerounais vient, on va s'asseoir, il va me dire au Cameroun, notre histoire c'est ça. Je vais dire, voici l'histoire du peuple gabonais. Ce qui se fait, c'est quoi? Vous allez voir, il y a des spécialistes belges, français ou américains, vous allez voir dans quelques années, qui seront des spécialistes du peuple fan, du Vet. Et là, il y a une vidéo en France où il y a des Français qui dansent le witi, qui jouent en Vet. Vous allez vous rendre compte que dans nos lycées, c'est un Français qui va venir enseigner aux petits fonds l'histoire du fond du Vet. C'est un Belge qui va venir enseigner un petit Kota, l'histoire du peuple Kota. Vous voyez que un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Oui. Donc il est important qu'on revienne à notre culture. D'accord. Nous allons laisser souffler notre invité et nous nous retrouvons après la transition. De retour dans votre émission Gabon Environnement, dans la première partie, nous avons présenté les 13 parcs nationaux. Nous avons aussi mis un accent particulier sur le rôle écologique des parcs, le rôle économique des parcs nationaux et le rôle socio-culturel des parcs nationaux par le canal de Juste Le Meilleur Timba, président de l'Association des étudiants et stagiaires de l'École nationale des eaux et forêts. Arnaud, dans cette seconde partie, quelle est la thématique? La thématique, et la dernière d'ailleurs, va porter sur les inconvénients des parcs nationaux. D'accord. Monsieur Juste, quels sont les inconvénients dans les 13 parcs nationaux que vous venez à peine de citer dans la première partie de l'émission? Ok, d'abord, j'aimerais dire que le Gabon est un pays formidable, c'est le paradis d'Afrique et chaque Gabonais doit être fier de cette richesse naturelle et on doit se battre. Le devoir de chaque Gabonais est de préserver, de se battre à la préservation de cette richesse naturelle. Comme en toute chose, il y a des avantages, bien sûr, mais aussi des inconvénients qu'on peut, on va dire, minimiser. Aujourd'hui, ce qui dérange dans ces parcs terrestres, c'est un peu la cohabitation homme-faune. Et ce conflit homme-faune est vieux, aussi vieux que le monde existe. Et dans ces parcs, ce qui se passe, c'est qu'il y a des éléphants
qui dévastent les cultures, donc qui dévastent les plantations, qui parfois agressent les populations. Et dernièrement, nous avons vu une panthère qui a agressé un monsieur, je pense au sud. Donc c'est un peu ça la difficulté. Et ce conflit homme-faune crée ce qu'on appelle au sein des populations la famine, parce que souvent les populations du village vivent de l'agriculture. Et lorsque les plantations, c'est grâce à ces plantations que ces populations nourrissent leurs enfants. Il y a certains qui vont loin jusqu'à fuir certains villages. Donc aujourd'hui, il est important de trouver des solutions, et l'ANPN a commencé à trouver des solutions donc avec la construction au niveau de l'ALOP des barrières électriques qui, selon les résultats, fonctionnent très bien. Mais nous ne devons pas nous limiter aux barrières électriques, parce que nous savons que les barrières électriques coûtent non seulement cher, mais aussi on ne peut pas faire des barrières électriques pour chaque plantation, parce que les populations villageoises, souvent elles ont 2, 3, 4 plantations par foyer. Imaginez-vous le nombre de populations et des plantations. Donc il faudra qu'on puisse réfléchir à d'autres solutions, des solutions moins coûteuses et un peu plus pragmatiques. Et aujourd'hui, je tiens à féliciter les travaux du docteur Steve Gama, qui a travaillé sur les ruches comme moyen de dissuasion. Les ruches d'abeilles? Les ruches d'abeilles, moyen de dissuasion des éléphants. Et ça a très bien marché. Je crois qu'il a fait il a mené ses travaux, je pense, à Mukalaba Doudou, je crois. Donc, c'est justement, on va dire, c'est le premier. Donc, il est important. Et ces travaux rejoignent, on va dire, les résultats de Lucy King, qui a aussi travaillé, mais cette américaine a travaillé au Kenya, et c'est grâce à ça les agriculteurs du Kenya aujourd'hui arrivent à cultiver en toute quiétude. Les éléphants ne dévastent plus vraiment les plantations, parce que effectivement les ruches d'abeilles, parce que les éléphants... C'est donc une avancée dans la résolution de fameux conflits homme-faune? Oui, c'est une avancée dans la résolution conflit homme-faune. Il est aussi important que l'administration des eaux et forêts, de l'agriculture, que l'État en général puisse financer cette recherche, pour qu'il puisse pousser cette recherche un peu plus loin pour avoir véritablement des bons résultats. Donc c'est un peu ça. L'autre chose aussi donc, c'est que ces populations qu'on interdit de ne plus tuer par exemple la viande. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dans ces lieux, il n'y a pas d'accompagnement. Vous allez aller à Pongara, les populations de Pongara, de l'île de Ni, ils ne plantent pas. Ils font pas du maraîchage, ils ne font pas du vivrier. Ils mangent quoi? C'est bien beau, il y a des parcs qui sont là déjà, parce que la conservation le fait pour l'homme et par l'homme. Et les véritables conservateurs, ce sont des populations locales. Donc, il faudra vraiment qu'il y ait une synergie entre le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Écotourisme, le ministère de PMI, le ministère de l'Économie. Pourquoi? Parce que le ministère des Eaux et Forêts veille à ce que dans cet espace, la faune, la flore soient protégées, préservées. Le ministère de l'Agriculture va dire, ok, on doit préserver votre flore, leur rôle c'est de sédentariser les populations. Ok, vous n'allez plus chasser le potamochère, vous n'allez plus chasser les céphalophes, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va vous apprendre à élever. Et au Cameroun, ils sont partis loin. Au Cameroun, ils font des croisements entre le potamochère et le porc, et ça donne une très bonne variété. Au Cameroun, on élève ce qu'on appelle des olacodes. Au Cameroun, ils sont avancés. Donc aujourd'hui, c'est le rôle du ministère de l'Agriculture d'appuyer, et ça se voit au niveau de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne les parcs communautaires. Il y a des partenaires qui sont là pour encadrer les populations. Dans la domestication aussi, on a l'Unientum, le Kumu là, qui est véritablement un bon marché, parce que lorsque les populations vont en forêt, c'est une concurrence, parce que ce Kumu-là, les animaux se nourrissent aussi. Or, au Cameroun et au Congo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont domestiqué. Donc, les populations, on en plante derrière les maisons, et c'est une source de revenus pour ces populations qui, aujourd'hui, vivent dans ces zones, qui ne peuvent plus chasser, qui sont des zones réglementées. Donc, il est important que le ministère de l'Agriculture puisse prendre ses responsabilités. Pareil pour le ministère de PMI.
eux aussi doivent accompagner ces populations dans la gestion des projets. Il y a certains, par exemple, à la Pointe du Nid, qui va décider de faire quoi, on va dire, il va monter son association des éco-guides. Mais il faudrait que ces populations puissent être formées. Comment le tourisme, ça se fait? Comment accueillir les touristes? Comment créer un site web pour prendre les touristes de Chibanga ici ou bien de France ici? Et là, il est aussi important que le ministère de l'économie s'implique. Qui doit financer? On doit accompagner ces populations. Il est aussi important qu'il y ait des partenaires comme la FAO. C'est déjà, je tiens à féliciter la FAO. Ils ont mis en place depuis quelques années des projets à l'appui à l'apiculture dans certains villages qui ont des résultats aujourd'hui. Il y a la FAO, il y a aussi IGAD. IGAD, pourquoi pas faire aussi le maraîchage dans ces villages? Par exemple, on a juste des périmètres maraîchers à Libreville, à Makoko, mais pourquoi pas aller dans des zones vulgariser cela dans des villages, dans des zones reculées. Je vous dis, Pongara, vous n'allez pas avoir la tomate ni le piment. Ça ne se plante pas. Ils sont obligés de faire des courses à Libreville. Vous voyez que c'est difficile pour ces populations et il n'y a pas d'hôpitaux. Une synergie entre les acteurs est donc indispensable. Voilà, il est important aujourd'hui qu'il y ait une synergie entre le ministère de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, du Tourisme, des PMI, de l'économie pour qu'ils puissent travailler ensemble pour trouver des solutions et développer l'écotourisme dans cette zone. Non seulement ça, il est aussi important que chaque spécialiste, donc on a besoin des psychologues, des sociologues, des anthropologues, des agronomes pour accompagner ces populations. Aujourd'hui, on a un mal parce que les populations gabonaises ne savent pas travailler ensemble. Vous allez monter un projet communautaire, vous allez arriver au village, vous allez dire le gouvernement a donné 50 millions. Réfléchissez sur... Mettez en place d'abord une entité juridique, une association, et puis voyez ce que vous allez faire pour le développement, la création d'emplois de votre village. Mais ça va pas marcher. Pourquoi? Et on a besoin des psychologues, on a besoin de sociologues pour comprendre la psychologie en griffe nos parents du village. Pourquoi ça ne marche pas? Et vous avez vu, il y a des projets graines, il y a des projets appui à l'apiculture, il y a même un projet appui à l'écotourisme local. Mais pourquoi ça ne marche pas? Il est important d'associer différents spécialistes pour que chacun, selon son niveau, puisse apporter une solution. Mais aussi, il est important d'associer aussi des grandes écoles et des universités, l'UOB, l'USTM, l'École nationale des eaux et forêts. Il est important que l'État aujourd'hui prenne les résultats de ces grandes écoles, de ces universités et travaille avec ces chercheurs pour trouver une solution concernant l'épanouissement et le développement de nos villages et de nos parcs. Nous nous sommes entretenus pendant une 40aine de minutes avec notre invité et l'émission tire à sa fin. Mais avant, votre mot de fin. J'ai écrit, on va dire, un poème adressé à tous qui se battent pour la préservation de la biodiversité. Donc, je vais le lire. Allez-y. Peuple du sous-bois, j'appartiens au peuple du sous-bois. Mes ancêtres ont vécu en harmonie, en respectant la flore et la faune. Cases en bois, pirogues, haches et masques en bois, ils tiraient tout du sous-bois. Ils avaient conscience que leur existence était liée aux forêts. Croyant aux sciences, par des chants et des danses, ils remerciaient Dieu pour cette richesse. Héritiers de cette forêt, nous sommes les yeux, la voix, les protecteurs du sous-bois. Fini la langue de bois, je dis stop aux pilleurs de bois, destructeurs de nos forêts. Depuis plusieurs années, des capitalistes se battent pour exploiter nos forêts, au point où ils n'hésitent pas à proposer des pourboires. Ils ont compris que celui qui possède le bois possède le pouvoir. Celui qui possède le bois possède le pouvoir. Chaque jour, je vois ces seigneurs qui saignent abusivement mon bois. Attristé, mon cœur saigne. Seigneur, quand est-ce finira ce malheur? Okume, Ozigo, Kevazingo, ma richesse se trouve dans la forêt. Nous sommes les yeux, la voix, les protecteurs des forêts. Debout, protégeons nos forêts, peuple bantou. Luttons tous contre ces fous qui, pour de l'argent, détruisent tout. Debout, protégeons nos forêts, peuple bantou. Luttons tous contre ces fous qui, pour de l'argent, détruisent tout. C'est fou. Pour de l'argent, détruisent tout. C'est donc
la fin de l'émission Gabon Environnement. L'émission est à suivre, je le rappelle, tous les lundis lorsqu'il est 10h05. Rediffusion le même jour à partir de 20h00. L'émission a été réalisée par Herman Osunga. La présentation, Lise Obonangro et Arnaud Ndo Ngozgo. Nous avions comme invité juste le meilleur Temba. C'est donc la fin de cette émission Gabon Environnement. Nous vous disons merci et à très bientôt pour un nouveau numéro sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.